Tout est dans tout! Salut, toi qui nous écoutes. Oui, toi, dans ton auto, toi, en train de prendre ta marche ou en train de faire ta vaisselle dans tes écouteurs. Je suis Nicolas-Franck Vachon. Bienvenue et avec moi, Marc Vachon, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 7e épisode de Tout est dans tout. Ah, yeah! Comment ça va, mon homme? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ça va mouiller. Ça va mouiller, mais quand même plus chaud, plus de temps doux, moins de neige, toute la kit, là, on revit, hein? Oui, c'est clair. Moi, je revis, mais... Oui, absolument. C'est vraiment... Moi, c'est vraiment un moment de l'année où on dirait que je me rappelle plus comment c'était. Fait que à chaque fois, c'est ça le bon des saisons, dans le fond. Ouais, on haït l'hiver, mais maudit qu'il nous fait apprécier. Comment ça, on haït l'hiver? J'ai dû, moi. Il y a des gens qui aiment ça, l'hiver, ça a l'air. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis plus capable d'entendre. L'hiver, c'est juste une question de vêtements. En fait, c'est vraiment plus... tout le monde va dire ça, j'imagine, mais moi, c'est la noirceur en premier que je trouve tough. Ouais. Mais quand je vais faire plus de sport d'hiver, là, du ski alpin, toute la kit, là, je pense que je vais plus aimer ça, mais pour l'instant, je suis bien content que ce soit parti. Ouais, moi, pareil. Je suis même allé chercher ma roulotte ce matin, et dans la cour, et dans l'entrée. Oh yeah! Ça, c'est un signe que le printemps est arrivé. C'est clair. As-tu une destination en tête déjà? Ou Oui, mon entrée. Parce que souvent, on n'en fait pas avant le mois de juin après. Fait que regarde, là, c'est loin encore. Il faut qu'il fasse assez chaud quand même. Mais j'aimerais ça à un moment donné. J'espère l'essayer. Ou en tout cas, vous suivre avec ça. Mais ça a vraiment l'air le fun. Oui, c'est amusant. Ouais, Camping de luxe. Camping de luxe. Ouais, c'est bien de luxe. C'est encore drôle. Moi, te dire, j'ai vu des bus voyageurs full équipe là, qui coûtent 300 000 $, même pas 1 million. Partir en camping avec ça, c'est quasiment mieux qu'à la maison. Là, tu sais. As-tu passé une belle semaine? As-tu vu des affaires passer qui t'ont reviré de bord? As-tu qu'est-ce que hein? Non, cette semaine, ça a été tranquille. Ouais, moi aussi. Au dernier podcast. Oui, c'est ça. On est moins dans l'horreur, ce coup-là. Oui, non. Même s'il y a eu de l'horreur à Toronto après qu'on se soit parlé. Oui. Mais non, finalement... C'est arrivé quand, ça? Le mardi? Je me souviens pas. C'est arrivé en début de semaine. Ouais. J'étais à job, je me souviens, j'ai vu passer ça à la télé. Ouais. C'est rendu que maintenant, quand tu vas aller louer un camion blanc, les gens vont te faire remplir un questionnaire antiterroriste avant pour savoir tes tendances. C'est vrai. C'est ça, hein? C'est le gars, il a loué encore un camion blanc. Mais pourquoi? Comme un autre attentat. Mais c'est parce que tous les camions que tu loues sont blancs anyway. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Peut-être, je ne sais pas, mais je pense que. Peut-être, finalement. C'est parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils veulent qu'il y ait du sang dessus et que ça paraisse, je ne sais pas. Là, mais pourquoi tous les camions loués sont blancs? Ouais. Prochain sujet, hein? Pourquoi tous les camions-là sont blancs? Bonne question. Ou est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus salissant un char blanc ou noir? Bonne question. Mais moi, j'ai un char blanc maintenant, puis ça se salit autant qu'un char rouge, bleu, vert. OK. À un moment donné, quand c'est à toi, tu t'embarques dedans, puis quand tu passes à côté, puis que tu viens sale, tu te dis, regarde, peu importe la couleur, ça salit. Moi, j'ai eu dans ma vie une fois un char neuf, puis c'est la seule fois de ma vie où j'ai voulu, c'était une préoccupation que je m'étais... qui était apparu en moi d'avoir un char propre, puis d'avoir un char pas bossé nulle part. Puis depuis que j'ai un char usagé, un peu poqué partout, un peu sale, je m'en sac bien raide. Non, vive les chars sales à la base. Moi, mon cycle, c'est quand j'achète une auto neuve, c'est que les premiers temps, je lave, je mets ça propre. Puis à un moment donné, ça tombe dans l'oubli. C'est ça, hein, c'est ça. À un moment donné, j'arrête. C'est pas très taponneux. C'est comme si on voudrait préserver l'état pristine, tu sais, l'état neuf, puis à un moment donné, on réalise que ça sert juste à rien. Je pense qu'il y a des gens qui sont, t'en connais, des gens qui sont vraiment frotteux de char. Tout le temps. Moi, je me demandais, c'est comme time consuming, tu sais, c'est comme ça fait... Non, il y a d'autres choses à faire. Ouais, c'est vraiment une préoccupation, une perte de temps. Cet été, mon gars, il avait acheté une trottinette, puis il la lavait à chaque fois qu'il revenait chez nous. Puis à un moment donné, il a arrêté ça, mais j'ai comme vu poindre le gars de char en lui là, pour ça, tu sais. Ouais. Sinon, j'aimerais ça dire bonjour à Valérie, à Montréal, qui nous écoute religieusement. Salut Valérie. Salut Valérie. Anciennement de Bécomo. Lol, yes. Salut. Yes, ben oui, c'est vrai. Super auditrice enthousiaste de notre podcast. Ouais. Merci de nous écouter, Val. C'est bien cool.
Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu, Valérie, la dernière fois qu'on l'a vu. C'est une cousine, en fait. Une cousine, très longtemps. Ouais. En tout cas, mais c'est le fun aussi, ce podcast-là, parce que, tu sais, ça, pour les gens qui nous connaissent, c'est une bonne façon de prendre le pouls sur ce qui se passe avec les vachons ici, à Charlesbourg. En tout cas, les vachons aujourd'hui sont éclairés. Oui, un nouvel upgrade dans notre studio. On a des éclairages. C'est pas génial, d'abord? Écoute, au niveau du son, ça paraît. Hein? Ah, c'était cœur. Ouais. Ça fait vraiment une différence. Là, je vois plus de différence entre les podcasts que j'écoute et le nôtre. Ah ouais, hein? C'est la même affaire. Ça veut dire qu'eux autres aussi ont des SM58. Probablement. Ça devrait être dans le kit de parfait podcasteur. Tu sais, t'as faire tel micro, tel éclairage. Moi, Marc, je suis un nouvel homme cette semaine parce que j'ai mes cartes à vie de cariste. Ça, c'est un cariste, c'est un gars qui conduit des chariots élévateurs. Oui, monsieur. Fait que chariot élévateur, transpalette, tout le kit, j'ai toute la formation, une belle formation de 6 heures et quelques. Théorique, pratique. Je peux maintenant, si jamais il y a un apocalypse, puis on a besoin de bouger des caisses pour bloquer des portes à cause des zombies, je vais être capable de le faire avec le chariot élévateur qui va être disponible. Bon. Ça marche quoi, à l'électricité, ça? Le plus gros marche au propane. OK. Puis sinon, il y a un autre type qui est un peu plus petit, marche à l'électricité aussi. Ouais. Parce qu'on voit que ça se pilote avec une manivelle. Oui, c'est un peu, tu sais, il y a des volants d'autobus qui sont de même un volant avec une espèce de manivelle dessus. Fait que tu peux faire ça comme ça. Tu peux y aller de même aussi, là. Mais tu peux aussi... En fait, alors, les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, quand on dit faire comme ça et non pas comme ça, peut-être tu décrives. Ben, autrement dit, tu peux manipuler ton volant comme un volant de char, c'est-à-dire à 2 mains ou comme ça, mais tu as aussi une espèce de manette verticale dessus, fait que tu peux le pogner de même puis y aller comme ça, tu sais. C'est plus viril. C'est pour ça, en fait, que ça a été inventé, c'est plus viril. C'est bon. Donc, mais félicitations. Mon gars, c'est fou comment, tu sais, n'importe quoi, tu regardes ça... tu regardes ça, un chariot élévateur, puis tu te dis, un chariot élévateur, tu te poses pas plus de questions, puis tu continues ton chemin, mais n'importe quel domaine, quand tu commences à fouiller puis à apprendre la théorie là-dessus, c'est incroyable. C'est tout un monde, là, sérieusement. C'est assez impressionnant, ces petites machines-là, à quel point ça lève, là. J'ai levé, là, dans mon espèce de cours pratique, là, des charges qui approchent 5-6 000 livres, là, tu sais. Puis tu sais, tu montes ça, là, ça monte au-dessus de toi, là, tu sais, puis c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais pensé. Puis le contrepoids aussi que ça prend. On fait vraiment une belle éducation de chariot élévateur. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, je suis désolé, mais... il faut qu'il y ait un poids énorme. C'est ça, à l'arrière, il faut qu'il y ait un énorme poids pour compenser. Puis tu sais... On parle beaucoup dans ces cours-là de sécurité au travail parce qu'il arrive énormément d'accidents avec ces machines-là. Ah oui? Parce que ça peut facilement être déstabilisé. Ça peut basculer. Tu sais, ça peut, si tu reçois ça sur toi, ça pèse une tonne. Fait que voilà nos cafés qui arrivent. Merci, servis Marie. Par l'hôtesse. On a même le petit sac. Merci, Marie. Super. Fait que c'est ça. Ben merci. Merci, j'ai bien hâte de goûter à ça. Dans des belles tasses faites par mon prof de poterie que j'avais à l'époque. Si je ne me trompe pas, à date, on a toujours eu des tasses différentes à chaque café. Je ne sais pas si on va être capable de garder le rythme jusqu'au 100e épisode, Marc. Je pense pas. Non. Si vous ne saviez pas, mesdames et messieurs, vous écoutez Tout est dans tout, un podcast sur tout puis sur rien, du profond à l'anodin. Chaque semaine, papa et fiston Vachon goûtent à un nouveau café, choisissent un nouveau sujet, vous entretiennent avec pendant une demi-heure. Si jamais vous voulez faire partie du show, why not? Vous pouvez nous écrire à info@toutdantout.com ou directement sur Facebook à facebook.com/toutdantout. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site web, regarder tous les trucs là-dessus, les anciens podcasts qu'on a faits. On met des liens d'ailleurs sur le site, c'est intéressant pour les gens quand on parle dans l'émission puis qu'on dit on a vu telle chose, maintenant on met les liens. On peut mettre des liens pour poursuivre la réflexion. Puis aussi, comme de fait, nous rejoindre sur n'importe quel service de podcast autour du globe. Exact. Voilà. Rétrospective. Alors. Café ou rétrospective? Non, pas tout de suite. Non, je sais pas. Moi, c'est parce que je sais pas si toi, t'es tombé sur des trucs cette semaine par rapport à notre conversation du dernier podcast, Être dans la Lune. Je suis tombé sur d'autres affaires. Je suis rendu ailleurs, là. OK. T'es rendu ailleurs dans ta réflexion, mais tu veux-tu en parler tout de suite? Ou, Non, j'en parlerai au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est juste que moi, en fait, je suis tombé sur un lien que je t'ai envoyé de TED que tu avais vu. Oui, que j'ai mis sur le site. OK, super. Qui a probablement dû nourrir ta réflexion la semaine passée. Je
m'en suis même pas rendu compte, puis je me suis juste dit, il est vraiment intelligent. Puis, mais c'est ça, je pense que l'article a été écrit après qu'on ait écouté le podcast. Ah oui? Ah, absolument. Cette semaine, ça doit être ça. Non, sinon, c'est ça. C'est une conférence TED qui est faite par une dame qui s'appelle Manouche Zomorodi. Puis, ça parle vraiment de l'ennui, des périodes d'ennui qui sont des périodes, en fait, hyper créatives. C'est super intéressant si vous allez voir ça. C'est en fait toutes les TED, c'est toujours tellement trippant. Ouais. J'adore ça. Oui, vraiment. Puis ce que je trouvais le fun, c'est qu'elle parlait que l'ennui, c'est comme le cerveau se met en mode défaut, qu'il appelle en mode par défaut. Ouais. Elle disait le default mode, je sais pas trop quoi, un espèce d'état qui permet de réfléchir un peu à côté de la track, sortir de la out of the box, un peu comme on dit. Ouais. Il y avait même quelque chose qui touchait un peu au subconscient là-dedans, qui permettait justement d'avoir des idées, de trouver des avenues qui normalement des éliminations, des avenues qui ne nous viendraient pas normalement. Puis justement, elle parle énormément là-dedans du fait que maintenant que, comme on a dit, les périodes d'ennui sont de moins en moins là, à cause du téléphone intelligent, entre autres, on se prive énormément de ces périodes-là de réflexion qui peuvent nous être bénéfiques, j'imagine. C'est sûr que ça dépend de ton métier, là, mais c'est toujours intéressant de pouvoir réfléchir dans la vie. Ben, c'est vraiment... Moi, j'ai écouté ce TED-là il y a peut-être un mois et ça m'a tout de suite inspiré un article que j'ai mis sur le blog qui a été vraiment très lu. Les gens ont beaucoup réagi à ça, entre autres le smartphone, comment c'est présent dans notre vie et ça nous prive. Là. Non, c'est un très bonne conférence. Et si les gens craignent que ce soit juste en anglais, des fois, on peut mettre les sous-titres français maintenant, on peut mettre la transcription française. C'est extraordinaire comment c'est organisé. Tu es dans la description française, tu cliques à un endroit, tu entends la conférence en même temps. C'est vraiment... tu as toutes les footnotes, tu as toute la transcription, c'est ça. C'est vraiment très bien fait. Il y a d'ailleurs, ce TED-là m'a amené à un autre TED qui s'appelle « Pourquoi nos écrans nous rendent-ils malheureux? » Puis c'est vraiment intéressant. Le gars parle là-dedans. Il fait la comparaison, en fait, entre 2007, 2015 et 2017 de notre temps libre dans la journée. Fait que tu sais, tu as le temps qu'on prend pour travailler, le temps qu'on prend pour s'occuper des affaires de la maison, les enfants, tout ça, le temps pour dormir. Puis le temps personnel. Puis le temps personnel qui reste une petite fraction, tu sais. Puis tu vois, entre les trois dates, 2005, 2015 et 2017, la période de temps personnel est de plus en plus mangée par le temps d'écran. Fait que tu arrives en 2017, puis le temps libre, personnel, est pratiquement inexistant. Fait que c'est capoté de voir ça, à quel point l'écran mange vraiment de notre temps libre. C'est vraiment, on l'a dit la semaine dernière, c'est vraiment une époque qu'on va probablement revoir dans... on était tous des addicts. Ça n'avait pas de bon sens, mais c'est vraiment... C'est clair. On est comme des enfants dans un magasin de jouets maintenant. Et il y a l'élément, ça suit beaucoup toute la théorie du renforcement. Dans le fond, c'est que à tout bout de champ, on a un bip. Alors, c'est la cloche de Pavlov. Dans le fond, on va voir. Des fois, il y a de quoi d'intéressant, des fois non, mais c'est comme intermittent. Et c'est la loi du renforcement, c'est ça. C'est quand tu es renforcé de façon intermittente, ça finit par s'inscrire comme comportement. Alors, on est tous maintenant. Puis tu vois, il avait l'air de dire que lui, une fois qu'il a décidé de, mettons, pas de téléphone à table, pas de téléphone la fin de semaine, tout d'un coup, il dit au début c'est dur, mais comme n'importe quelle drogue, à un moment donné, ça va. Ça va, puis tu réussis à te débarrasser de ces habitudes-là. Ça part d'une décision, puis que pour la décision se prenne, il faut qu'au départ, j'ai été conscient à quel point ça occupe du temps, à quel point ça mange mon... Mais en même temps, il y a un plaisir à ça, comme la personne qui va jouer à la roulette. C'est un plaisir immédiat. Alors, c'est pour ça qu'on lutte contre ça. Puis c'est difficile de prendre la décision. Je pense que quand on s'organise juste physiquement, on peut s'aider dans le fond. C'est quand tu prends ton téléphone, tu le fermes ou que tu le mets loin. Oui, c'est ça. Il faisait la comparaison avec une entreprise c'est en Europe, là, ça doit être en Belgique, je ne sais pas trop quoi, mais
tu as l'image d'un bureau, une salle avec des tables, des ordinateurs, puis à 4 heures précises ou à l'heure qu'ils finissent de travailler, les tables sont connectées au plafond, montent au plafond. Ouais. Fait que le monde n'a plus le choix de ne pas travailler. Puis, je trouvais ça tellement génial parce que c'est ça. C'est l'environnement qui te force. Oui. Ouais. Puis même l'exemple de Mercedes en Allemagne, où là-bas, quand les gens sont en vacances, si tu leur écris un email, la réponse automatique, c'est « On a reçu votre email, mais telle personne est en vacances, votre email va être détruit. » Ah oui, tu parles. Fait que, tu sais, c'est capoté. Fait que là, t'es en vacances, t'as vraiment pas de soucis parce que tu sais que t'as pas d'email qui attendent. Puis la personne, en fait, si elle veut t'écrire, elle va devoir te réécrire quand tu vas revenir ou passer par une autre personne. Mais tu sais, c'est tellement des bonnes idées, tu sais. Pas beaucoup d'entrepreneurs qui veulent ça parce que c'est tellement payant pour eux autres que les gens, peu importe où ils sont, répondent immédiatement à leur email de travail ou c'est payant pour l'entreprise. C'est payant, en bout de ligne, ça ne l'est pas. Ouais. Ça l'est pas parce que les gens s'épuisent là-dedans. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme, on se dit, tu sais, c'est comme tout le travail à domicile puis tout ça, dans le fond. C'est payant, mais en même temps, ça ne l'est pas quand on n'est pas capable de mettre de limites. Exactement. Mais c'est un peu fou que ce soit les entreprises qui soient obligées de mettre des barrières parce que la personne ne peut pas. Hein, c'est fou. De la misère. Mais ça va, en tout cas, à contre-courant avec l'époque de réflexion productivité. Il y a vraiment une réflexion qui se fait actuellement sur toutes les... je viens d'écouter un podcast que tu m'as envoyé, d'ailleurs, le lien. Ouais. Je l'avais déjà écouté. OK. D'un bonhomme qui était c'est un philosophe, écrivain, futurologue, etc., qui était un peu... qui travaille beaucoup dans l'intelligence artificielle. Puis qui disait maintenant, je peux pas appeler ça c'est jazz... Lanier. Oui. Colin, qui est intéressant. Ah ouais, il y a toute une allure. Un peu weird, c'est ça. Puis qui disait, on peut pas appeler ça des médias, des réseaux sociaux. Il dit c'est plus maintenant des empires de modification du comportement. Ouais, capoté. De Google et de... En tout cas, on en reparlera parce que c'est fichement intéressant, ces idées. Entre autres, sur la gratuité de ça, qui est un modèle à remettre en question. Est-ce qu'il est rendu loin, le bonhomme? Oui, absolument. Ça doit nous préoccuper aussi parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos conversations. Vraiment. Oui. Malgré quel que soit le sujet, on finit toujours par revirer par ce bord-là. Ou on commence avec ça, finalement. Peut-être qu'on devrait commencer avec le sujet et finir. En tout cas. On serait-tu rendu au café, Marc? Ou Ben, c'est toi qui sais, mon homme, parce que moi, ça fait au moins. Non, mais c'est parce que je vois ta page remplie de plein de textes. Je me dis, veux-tu parler de ça avant le café ou après? Non, ça, c'est ma liste d'épicerie. C'est parce que tout de suite après le podcast, je m'en vais faire mon épicerie. Je vais t'expliquer c'est quoi le café. Oui. J'en sais rien de plus, mais goûte-y avant. Oui. Goûtez à ça, avec un beau bruit de... Je pense que c'est une soupe que tu viens de prendre. il est bon, il est parfumé, je trouve. Oui, il est bon. On n'est pas des goûteurs, hein, puis ça paraît. Non, mais c'est pas grave. À chaque fois, on en prend un nouveau, puis ça incite le monde à... Ouais. Je peux te dire d'où il vient. Il vient de l'Inde. C'est un concept. Qu'est-ce que vous voulez? On aime ça. Je savais pas qu'il se faisait du café en Inde. Moi non plus. C'est ça, tu sais, justement, j'ai dit ça à ma blonde tantôt, puis elle a dit en Inde. Ouais. En fait, ça a l'air à ça. Et l'endroit où je trouve pas qu'il y ait un petit goût de sel. De sel? Ouais, la mer. Tu goûtes pas la mer? Non. Mais maintenant que t'en parles! En fait, il y a une façon originale de le faire, c'est que il cueille le grain. Ouais. Il étend ça dans des grands tubes. Ben, t'as vu comment c'est fait? Un peu, on étend ça pour que ça sèche, mais eux, ils étendent ça sur le bord de la mer. OK. Et c'est comme un peu... il y a tout l'air salin qui vient se déposer dessus, si tu veux. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas... Il goûte pas le sel. Ouais. Mais y a-tu des façons... Ben, ça me fait penser à... C'est comme... il y a un bout, je tripais sur le scotch. Ouais. Tu sais, puis je tripais sur le scotch. Je veux dire, j'aimais ça, mais j'ai jamais vraiment... T'étais forcé d'arrêter, d'ailleurs. Hein? Oui, forcé d'arrêter parce que ça coûte bien trop cher. Mais, tu sais, à chaque bouteille, t'as une description. Il goûte plus le varech, la fumée. Tu sais, il y a tellement de subtilité, mais... Ouais. C'est assez incroyable. Tu vois, lui, c'est Inde de Malabar moussonné. Alors, il est séché pendant la mousson. Mm-hmm. Mais ma question, c'est la mousson, là, c'est quand il pleut.
La mousson, c'est des grosses pluies. La mousson, c'est la saison des pluies. Ouais. Alors, comment tu fais? Si jamais on n'a pas raison, vous pouvez nous écrire pour nous le dire à info@commercial-tout-en-deux.com. Je pense qu'on a raison. La mousson. Mais alors, la question sans réponse, c'est comment tu fais pour sécher ton café pendant la mousson? Puis si tu mets de la mousse sur ton café, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un café moussonné. Mousson mousse. Mais excuse-moi. Mais quelle question tu m'as demandé? J'ai pas compris. C'est comment tu fais pour sécher du café pendant la mousson? Ben oui, écrire de bonnes questions. Tabarnache. Alors, parce que c'est écrit spécialement moussonné. Ouais. Donc, pendant sécher, mais avec en dessous d'un tempo. C'est pas quoi. Il est très... Ouais. En tout cas, ça a le mérite de venir de l'Inde. Moi, c'est la première fois que je goûte un café qui vient de l'Inde. Ce qui nous ramène toujours à l'idée, mais c'est-tu assez capoté qu'on ait des choses de partout comme ça? Moi, mes pamplemousses, le matin, ils viennent d'Afrique du Sud ou bien d'Israël. Ouais. Bon, je sais, on va avoir des messages, les gens vont nous dire, mais avez-vous pensé à la planète? Comment c'est vrai, là? Mais c'est capotant, pareil. On s'en sort pas. Je veux dire, t'as un char électrique, puis il paraît que ça pollue autant qu'un char à gaz. C'est-tu décourageant? Ça revient à la question de la semaine dernière. Où c'est qu'on s'en va, Nicolas? Peut-être qu'on s'en va au point suivant. Ouais. Marc? Oui? On pige un sujet? C'est à toi, mon ami. C'est à moi à piger? Je brasse. Je suis comme craintif parce que... On est toujours craintif. Alors, d'ailleurs, je me disais... ferme tes yeux. OK. Des gens pourraient dire, des fois une rose, des fois une bleue, des fois... Putain, vas-y donc, pige, tu as les cartes, pige où tu veux. C'est bon, c'est parti. Puis une rose. Et tabarnouche, mon gars, ça va être difficile de contenir ce sujet-là. OK. La spiritualité, nécessaire ou en option? En tout cas, moi, je peux répondre déjà, je pense, nécessaire. Si tu veux continuer, j'espère que tu penses que c'est en option. Prochain sujet. Non, je vais te dire une chose pendant que tu penses. Ouais, comme la semaine passée. Ça fait toujours des années que je veux écrire sur la spiritualité, mais je ne sais jamais de quel bord prendre ça. C'est touché aujourd'hui de parler de spiritualité. C'est vaste. Ouais. C'est parce que... Surtout au Québec. Spiritualité, religion, on n'aime pas ça. Ouais. À part si ça parle de yoga ou de zen, puis de, à moins de tomber... de trucs cool. À moins de tomber dans les comment on appelle, les choses ésotériques. Mm-hmm. Mais moi, ça me tient à cœur. C'est une dimension de moi. Ça t'a toujours tenu à cœur depuis toujours. Ben, depuis toujours, parce que... Ben, en fait, ça m'a toujours tenu à cœur depuis toujours. Oui. D'où le parce que pour moi, c'est toujours, parce qu'avant de naître, t'existais, puis tu tripais là-dessus. Ça veut dire... En tout cas... Oui, ça fait longtemps. Ouais. Et... D'ailleurs, c'est probablement toi qui nous a initiés, ou chez nous, peut-être. Mais tu sais, tous les livres que tu as toujours... Tu sais, Castaneda, Copra, t'en as eu une couple là, que tu as lu. Léopold Bilodeau, Joséphine Gras-du-Poulet. Mais non, sérieusement, il y a toujours eu des livres de spiritualité ou de self-help, de tout ça, qui ont traîné dans la maison. Self-help, spiritualité, c'est comme deux affaires. Mais c'est mélangé souvent, non? Oui, tu as raison, parce que les deux, c'est comme... Mais spiritualité, on essaie-tu de définir un peu c'est quoi? C'est-tu le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que notre simple univers physique fini et déterminé? Je pense que... Ouais. J'ajouterais à ça, c'est cette espèce d'élan-là qu'on a de vouloir se relier à quelque chose, autrement dit, ou à donner sens aux choses plus que ce qui est directement devant nous. Autrement dit, quelqu'un de juste zéro spirituel serait juste matérialiste. Ça serait-tu ça, l'inverse de ça? Quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour le matériel? Oui, puis qui voit plus loin. Comment il est rattaché à un ensemble. On peut être rattaché à un ensemble humain, un ensemble, une ville, une famille, etc., humain. Mais est-ce que dans la spiritualité, c'est, je pense que je suis rattaché à quelque chose qui dépasse ça. Qui est au-delà. Qui est transcendant, qui transcende ça. Ouais. Et qu'on n'est pas capable de définir. Mais tu sais, moi, je pars de l'époque où, j'ai fait mon cours classique, c'était des prêtres
J'ai été éduqué dans un milieu... Dans la religion. Oui, dans la religion. Est-ce que tes parents étaient religieux beaucoup et pratiquants? Oui, ma mère était très pratiquante. Mon père travaillait le dimanche. Alors, si on entend que religion, c'était la pratique, la messe le dimanche, puis les vêpres le dimanche soir. C'était ça à l'époque. Mon père travaillait le dimanche, fait que lui, il ne pratiquait pas ça. Mais il était croyant. Il était croyant. OK. Mais ça, c'était la religion. Tu vois, c'était des rites. Il y a clairement une différence entre les deux, à mon sens. En même temps, probablement que ça nous a ouvert aussi à une dimension, parce qu'il y avait la dimension, Dieu t'a créé, etc. Ça nous a ouvert une dimension qui a de quoi d'invisible, etc. Là. Mais avec l'évolution, probablement qu'à un moment donné, tu réalises que c'est peut-être pas aussi fini qu'on a voulu nous le montrer avec un bonhomme avec une barbe blanche, etc., qui peut décider que tu as droit de vie ou pas, qu'il va t'arriver des choses, le fun ou pas. Dirais-tu que la spiritualité est le truc qui vient avant que la religion vienne encadrer ça dans des dogmes et puis dans un système puis dans des trucs? Sûrement. Mais que, par exemple, Jésus, à l'origine, enseignait des trucs, ou Bouddha, par exemple, enseignait des trucs, une spiritualité, mais que ça a été systématisé et arrangé dans un système qui est devenu une religion. Oui, absolument. On a mis des codes, J'ai même pensé à un moment donné, moi, qu'il y a eu des expériences transcendantes, extraordinaires de personnes qui ont raconté ça, etc., et qu'on a ritualisé ça en disant, si on fait telle prière, tel geste, telle chose... Dans un effort de conserver peut-être l'enseignement. Un effort de pouvoir recréer ça, alors que c'est une expérience personnelle. Intime. Absolument, oui, vraiment, vraiment. Et j'ai souvent pensé que expérience spirituelle puis expérience esthétique, il y avait de quoi de bien proche là-dedans. À la limite, expérience sexuelle... c'est une expérience totale. Tu perds tes frontières. Tu sais, il y en a plusieurs, je disais dernièrement, des astronautes qui sortent de l'atmosphère, qui voient la Terre et ont souvent ce mot-là qui revient d'expérience spirituelle. Sûrement. Parce que tout d'un coup, leur vision fait vouch. Ah ouais. C'est une vision globale. Tout d'un coup, leur maison, c'est plus leur ville, leur pays, c'est la Terre. Il y a comme une espèce d'élan englobant là-dedans, puis d'amour aussi. La Terre vue de loin. Là, écoute, ça doit être hallucinant voir ça. Pour vrai, là. Mais c'est vrai ce que tu dis. Plusieurs astronautes ont exprimé cette espèce de l'écologie, à la limite. Il y a de quoi de spirituel là-dedans. Je parle pas de la... En fait, la spiritualité va de par sa nature, être englobante ou incluante de tout. C'est comme mettons, moi, j'ai une spiritualité, ça va probablement englober toutes les facettes de ma vie, toutes les, mettons, mon social, mes rencontres, mes amours, mon travail, tout ça. C'est pour ça que quand tu disais, il y a probablement un lien entre self-help, on pourrait dire, dans le fond, la connaissance de soi et la spiritualité. La connaissance de soi, c'est un peu pour voir comment on est fait, puis on dirait qu'on va en dedans, on réfléchit. La spiritualité, on va en dedans, mais c'est comme si on allait en haut, on se connecte, on essaie de se connecter à prends l'exemple de la nature. Tu sais, quand on est dans la nature, on va souvent avoir une expérience... Ce sentiment-là. Un sentiment de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse, dont tu fais partie. Oui, dont on fait partie, ça, j'allais dire. C'est comme... Alors que la connaissance de soi, c'est plus, c'est quoi mes habitudes, c'est quoi mes façons de penser. Mais j'ai une bonne remarque par rapport à ça. Il y a un auteur, Chogyam Trungpa, qui avait inventé ou en fait donné un nom à la notion de matérialisme spirituel. Puis ça, c'est super intéressant parce qu'il dit que c'est un piège dans le sens que des gens vont utiliser de la spiritualité, mais par exemple la méditation, la réincarnation, toutes ces idées-là qui sont... Mais dans un but matérialiste, c'est-à-dire dans un but de se construire ou de
de continuer à mettre des murs autour de soi, puis à solidifier, puis à rassurer ses peurs. Ah, ouais. Donc, c'est intéressant parce que c'est une spiritualité qui devient matérialiste, dans le sens que tu l'utilises au même titre que tu utilises... la psychologie, dans le fond. La psychologie ou ta maison ou ton char, dans le sens que ça reste un truc pour te continuer à te fortifier. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Au lieu de te dénuder. De te dénuder, puis de t'ouvrir sur l'ensemble, puis de t'oublier. Exact. Ouais, c'est ça. Autrement dit, qui participe à l'ego au lieu du contraire. Tu sais, notre podcast s'appelle « Tout est dans tout », mais il y a de quoi de très spirituel là-dedans. Tu sais, c'est le grand tout. Tu sais, et encore plus, moi, j'ai l'impression que depuis qu'on a accès, probablement qu'autrefois, on avait accès aux étoiles, puis on regardait ça avec des télescopes, puis c'était limité. Et maintenant, on est rendu qu'on trouve des nouvelles constellations qui sont à 1 milliard d'années-lumière. Ouais. Écoute, tu peux pas faire autrement à un moment donné que de... Ce vertige-là interpelle directement la spiritualité, dans le sens que ça n'a pas le choix, parce qu'on se compare, nous, notre petite existence éphémère. Ou bien on est rien. On est rien. Tu sais, ça peut être dépaysant comme ça, c'est-à-dire que, regarde, je suis rien dans cet univers-là. Puis en même temps, ou bien on est tout. Mais c'est ça, là, ceux qui sont nihilistes, tout ça, il y a vraiment cette intention-là de... Je suis rien, la vie n'a aucun sens, mon existence n'a aucun sens. Autrement dit, c'est d'enlever sens à tout autour de toi, puis de devenir juste un électron libre, isolé de tout. Alors que l'intention ou la spiritualité, nécessairement, ça te connecte au tout. En tout cas, c'est drôle parce qu'on va dire de quelqu'un aussi qui a de l'humour, qu'il est spirituel. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Tu vois, il y a comme une... Il y a de quoi au niveau de l'esprit là-dedans qui est... D'ailleurs, le sens de l'humour, moi, je trouve, est un trait qui revient souvent chez les gens spirituels ou les gens qu'on considère comme étant des saints ou comme Mathieu Ricard, Dalai Lama ou d'autres, des gens qui ont un sens de l'humour très, très présent. Une espèce de regard sur soi un peu. Pour avoir de l'humour puis avoir un peu d'autodérision, il faut que tu sois comme capable de prendre un peu de recul. Puis probablement que quand tu regardes l'immensité de l'univers, puis tu te regardes, vaut peut-être mieux en rire. Rire des fois à quel point on peut se prendre au sérieux. Puis, Mais c'est pour ça que je pense que contrairement à ce que d'autres peuvent penser, moi je pense qu'on peut être très spirituel sans être religieux, sans avoir de religion, parce qu'il y en a des scientifiques comme Richard Dawkins, Stephen Hawking, Albert Einstein, des gens qui avaient un esprit très, très, très scientifique, mais en même temps très spirituel, qui ont écrit des textes tellement beaux, tellement pleins d'amour, tellement pleins de beauté. Ils étaient connectés à quelque chose, puis c'est fascinant de voir ça. Puis... Je pense que c'est ça, la spiritualité, c'est se sentir connecté à quelque chose. Puis ça va probablement au-delà de la connexion humaine qu'on peut avoir dans nos rapports humains. Je suis connecté aux gens que j'aime, etc. Et c'est pour ça que ça peut être tellement... tu peux inventer tellement ce que tu veux là-dedans parce que c'est de l'ordre du ressenti. Mais quand tu essaies d'intellectualiser ça, puis tu essaies, OK, mais ce tout-là auquel j'appartiens, c'est quoi? Y a-tu un ordre? Il y a un ordre, je pense que c'est clair. On regarde comment la planète... il y a des lois. Il y a des lois. Mais c'est qui régit ça? Est-ce qu'il y a... Ça, y a un agent extérieur qui a décidé ça ou c'est juste c'est comme ça, c'est ça? L'invention, puis juste la mort. La mort, tu dis non, mais ça peut pas arrêter là. C'est une des motivations premières de pourquoi il y a des religions. Puis c'est je pense que beaucoup les religions, c'est un lieu commun, mais ont servi à régir le comportement des gens. Organiser la société. Et en ce sens-là, c'est pas mauvais. Je pense que ça a une fonction régulatrice. Je pense que ça devient mauvais, la religion, quand ça t'empêche de penser par toi-même. Oui, exact. Tout ce qui est dogme et trucs, moi, ça vient vraiment me chercher parce que je trouve ça tellement important que l'amour, la bonté, toutes ces choses-là, ça soit des choses que tu aies compris par toi-même et pas parce que quelqu'un te dit d'être bon, sinon tu vas... Fait que pour moi, ça c'est comme une évidence. Mais des fois, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas qu'on m'éduque à être bon?
pour que ça devienne un comportement, je suis content que je comprenne que c'est important d'être bon, tu sais, parce qu'au départ, un enfant, il va fesser sur il va frapper un chat. Il faut l'éduquer, c'est sûr. Il faut l'éduquer. Au début, il ne sait pas que c'est pas bon. C'est en ce sens-là, c'est une organisation de règles qui peuvent être bénéfiques, puis tout, c'est clair. Mais c'est vrai que ça dépasse à un moment donné. Quand c'est rendu que tu tues des gens pour défendre une religion, les guerres de religion aujourd'hui, là. C'est assez hallucinant. On est quand même au 21e Ou que tu considères, par exemple, que l'homosexualité, c'est une maladie ou des trucs comme ça, ou que c'est une... Je veux dire, en tout cas, ça amène des abus, ça amène des... Mais tu sais, c'est parce que tellement la spiritualité et la religion en parallèle, c'est tellement des questions fondamentales que tu peux comprendre... Que les gens qui croient fermement une chose se sentent tellement menacés si ces croyances-là sont mises en danger. Là, puis ça crée ce qu'on sait, là, des guerres, puis des engueulades, puis des grosses chicanes. Mais tu sais, ça... Mais c'est souvent, on se sert de la religion pour contrôler les comportements des gens. Mais en réalité, ce qu'on a, c'est des intentions de conquérir. C'est des intentions politiques et territoriales. C'est assez hallucinant. On instrumentalise la religion parce qu'on va chercher cet aspect que les gens ont tous, tu sais, d'avoir besoin d'être rassurés, d'avoir besoin de comprendre. On instrumentalise beaucoup la religion comme ça. Tu sais. Mais, ça là-dessus, moi, je débarque carrément. Mais nous, en tout cas, ici, on a eu la chance, entre guillemets, parce qu'on n'est pas... Aucun enfant est baptisé. On est comme on a grandi dans un milieu très, très... c'est quoi le mot? Séculier. Laïque. Comment dire? Laïque. Fait qu'on a pu faire notre idée nous-mêmes de ça, puis tu sais, moi, je me dis la même chose avec mes enfants. Je me dis, si Florian, un jour, veut devenir chrétien ou témoin de Jéhovah, je sais pas quoi, ça sera son choix à lui, tu sais, mais je l'aurais pas obligé à faire ça, tu sais. Mais c'est ça, on est dans une position qui nous permet, c'est pour ça aussi, en histoire des religions, quand j'ai étudié ça à l'université, c'est ça que j'aimais, c'est d'avoir un regard global de toutes ces affaires-là. Puis j'étais dans une position assez privilégiée où j'avais pas d'allégeance, tu sais, fait que je pouvais regarder tous les trucs un peu scientifiquement, si tu veux. Puis, mais tu vois, quand je te disais au début, j'ai toujours trouvé ça fait partie de ma vie, j'ai toujours trouvé ça important d'en parler parce que quand je travaille ou travaillais ou que j'aide des gens à avancer dans leur vie, je me disais, il y a la dimension, bien sûr, psychologique, travailler sur soi, etc. Il y a la dimension, Et je me disais, potence, on y échappe pas. Il y a la dimension spirituelle aussi qui est importante, que les gens apprennent à puiser, là, tu sais, que ce soit par la méditation ou le contact avec la nature, peu importe. Il y a une soif certaine de toutes ces choses-là aujourd'hui, tu le sens, là, tu sais. Et c'est difficile de parler de ça, de mettre des mots. Comment? Mais au Québec particulièrement. Tu penses? Au Québec particulièrement, c'est difficile parce qu'il y a eu la période noire de la religion. Où on puis là, a tout jeté. On a tout jeté. Puis là, dès que c'est spirituel, dès que, mettons, que moi je dis je médite, il faut vraiment que je clarifie. Non, mais je médite, c'est une espèce d'entraînement de l'esprit. Il n'y a pas de croyance. Alors qu'il y en a des croyances, tu sais, je veux dire, moi, je suis... on en a tous, là. On a des enseignements qu'on croit, puis tout, mais il y a tellement une allergie ou une espèce de réaction épidermique à ça ici, là, tu sais, que c'est difficile d'en parler. Même il y a eu des plus jeunes qui ont pas eu, qui ont beaucoup moins baigné là-dedans que les plus vieux. Ben, on dirait, mais je sais pas. Bonne question. Faudrait regarder ça. Peut-être que c'est moins pire chez les jeunes, mais peut-être que les jeunes aussi héritent ça de leurs parents, là, tu sais, de cette peur-là de parler de religion puis de spiritualité. Mais il y a eu aussi ici un espèce de phénomène assez bizarre qui s'appelait, en fait, qui devait être mondial, c'est qu'ils appellent ça le marché du sens. Dans le sens que la religion puis la spiritualité, c'était devenu un peu comme aller au restaurant puis choisir dans un menu ce qui te plaît puis ce qui te plaît pas, dans une religion, une autre. C'est-à-dire que moi, je crois en Jésus, je crois aussi à la réincarnation, puis je pense que si tu, si t'es homosexuel, tu vas en enfer. L'enfer dans le même, fait que tout le monde faisait leur espèce de religion à la carte, tu sais. Puis ça, c'est un truc qui, probablement, encore aujourd'hui, est vraiment là, parce que tu vois la méditation, le yoga, il y a tellement de trucs qui sont tellement à mode, mais que je sens souvent qu'il n'y a rien derrière. Je veux dire, les gens font ça pour ils font ça pour eux, pour leur bien-être immédiat, mais ça devient un produit de consommation comme n'importe quoi d'autre. Comme tu disais tantôt, ça matérialise. Ça fait du matérialisme spirituel, c'est vraiment ça. Mais tu t'as touché un point important quand tu parles du sens.
Puis, à un moment donné, j'avais fait un exercice où on mettait, on disait, OK, imagine une cible dans laquelle tu mets au centre un mot qui représente ton idéal. Mm-hmm. Et très souvent, moi, c'était, à une époque, c'était harmonie ou c'était paix ou en tout cas, peu importe, tu trouves un mot. Mais si tu t'éloignes un peu et tu regardes ces mots-là, ça donne un sens à ta vie. Mm-hmm. Puis la spiritualité, c'est un peu ça, dans le fond. Je pense qu'on a besoin du sens. On n'a pas le choix. Ouais. Parce que même ceux qui se disent athées ont un sens à leur vie. Dans le fond, est-ce que c'est ça le sens de leur vie? C'est je suis athée, mettons, puis tu sais, ça. Mais on a besoin de. Moi, en tout cas, je le sens dans les périodes où je suis plus occupé, plus dispersé, puis je prends moins soin de ce côté-là de ma vie. Je m'en ressens. Je suis moins heureux à cause de ça, tu sais. Quand je suis plus capable de me connecter aux choses, puis. Tu sais, des fois, on va te dire ça n'a pas de sens. Là. Tu vois des affaires autour de toi, tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Puis le sens, c'est une boussole, dans le fond, qui est là que quand tu as une décision à prendre, ta décision t'apprend par rapport au sens que tu t'es donné. Tu sais, dans le fond, c'est à la limite, il y en a qui vont dire j'ai une mission. Tu sais, c'est une boussole, c'est vraiment ça. Ouais, faut que tu aies ton art magnétique. Faut que tu aies ton art. La spiritualité, je pense que ça peut donner un sens. Tu sais, à une époque, c'était je veux faire le bien pour aller au ciel. Tu sais, ça donnait un sens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. C'est plus je veux. Et tu as raison, probablement que beaucoup, c'est souvent instrumentalisé aujourd'hui. Oui. Mettons, je veux être riche, je vais faire des bonnes actions, puis je vais être riche, par exemple. Par exemple, en tout cas, mais la spiritualité, c'est comme comment je le mimerais en disant, c'est comme toute la partie du haut que tu viens d'ouvrir. Tu as le cœur, les émotions. Le dénudement, je trouve, tu as dit ça tantôt, c'est vraiment ça aussi. Là, mais c'est un truc, je pense qu'il faut prendre soin un peu comme un jardin ou une plante. Tu peux pas juste mettre une plante dans ton jardin, puis maintenant, je suis bouddhiste. Si tu veux être bouddhiste, par exemple, travaille là-dessus. Puis choisis-en un truc ou choisis des trucs qui te tiennent à cœur, puis entretiens-les. C'est là où j'ai entendu quelque chose aujourd'hui qui allait un peu dans ce sens-là, qui disait on est des êtres d'habitude. Tout le monde, on se lève le matin, on fait à peu près les mêmes choses. J'avais même entendu quelque part que 90% des pensées qu'on va avoir aujourd'hui, c'est exactement les mêmes qu'hier. C'est assez hallucinant. Capoté. Puis le gars, il disait, OK, on est des êtres d'habitude, mais il dit, essayons de voir des habitudes qui nous aident à grandir, des habitudes qu'on sent qu'on ne grandit pas avec. Puis je pense que ça aussi, ça peut aider à donner une distinction pour séparer dans ma journée les affaires que je fais qui n'ont pas de sens. Les autres qui m'aident à grandir. Méditer, si pour moi, c'est juste pour faire comme tout le monde, ça ne m'aide pas à grandir. Mais aller marcher, si pour moi, c'est quelque chose qui est une habitude saine et qui m'aide à grandir. Je trouvais ça intéressant, cette distinction-là. Les habitudes saines qui m'aident à grandir, puis celles qui nuisent. Un peu comme dans l'alimentation. Les aliments qui sont pleins de vie, les aliments qui sont morts. Même affaire. C'est pour ça que, mettons, faire le bien, entre guillemets, je veux dire, c'est juste logique. Je veux dire, rendre service, c'est le fun pour l'autre personne, c'est le fun pour toi. J'ai pas besoin, moi, par rapport à ça, de me faire dire tu dois être bon. Je veux dire, je le vois par moi-même que la bonté, l'amour, c'est bénéfique. Puis ça, c'est une spiritualité, mais pour moi, en tout cas, c'est une spiritualité grounded, qui est enracinée quelque part, puis qui vient pas juste du ciel comme le monstre du spaghetti de Richard Dawkins, je sais pas quoi, qui est comme OK, c'est ça, tu sais. Qui n'est pas juste un carcan ou une invention, disons-le. Je veux dire, mettons les Raéliens, puis tu veux dire, tu fais OK, vous avez le droit, c'est beau, mais tu te fies, les Raéliens, je veux dire, tu te fies à la vision que ce gars-là a eue d'un extraterrestre qui a atterri puis qui lui a donné des tablettes du savoir, puis à partir de là, c'est la prérogative des Raéliens, c'est ça. Faut que tu crois à ça pour croire au reste, Alors que moi, je trouve que la spiritualité saine, faut que ça soit branché sur ta vie puis sur ton vécu. Pour que tu puisses Mais c'est drôle parce que tu me fais penser que c'est pas tout le monde qui est prêt à réfléchir par lui-même puis à prendre des décisions. Parce que c'est vertigineux puis c'est épeurant. Tu sais, t'es laissé à toi-même puis ça peut vraiment être difficile puis tu peux chercher toute ta vie puis pas être heureux. C'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça que la religion peut tellement être un truc
attirant puis rassurant parce que tu fais cool, j'ai pu à me poser de questions. Tout est là. Tout est là dans ce livre-là ou dans cette personne-là, dans ce gourou-là qui va venir m'aider. Fait que ça, c'est vrai que c'est un saut dans le vide parce que je veux dire, c'est la foi, pas c'est ça. Tout le monde qui est prêt à faire ce move-là. Puis il y a des gens qui vont hyper instruits. Qui sont embarqués dans des mouvements. Écoute, il me vient à l'esprit, peut-être qu'il y en a qui sont trop jeunes pour ça, là, mais le Temple solaire, il y a plusieurs années, c'est tous des gens hyper instruits qui ont suivi... je ne sais pas trop c'était quoi leur histoire, mais en tout cas, c'est des gens qui avaient trouvé un sens là-dedans. Puis à un moment donné, ils se sont tous suicidés, toute la gang, pour aller rejoindre... Wow! Non, ça mène à des abus. C'est pas une question d'éducation, là. Tu as des gens à côté de ça qui sont sans éducation, en tout cas instruction, mettons pas sans éducation, mais qui n'ont pas été à l'école et qui sont d'une spiritualité désarmante dans leur façon de contempler le quotidien. Puis Mon père, moi, c'était pas un homme instruit, il y a eu une deuxième année forte. Là, mais c'était un contemplatif. Je suis sûr qu'à quelque part, il n'a jamais parlé, mais on le sentait qu'il était, quand il regardait, il était le lac en avant de lui, où il était connecté. Là, il était connecté à quelque chose qui l'aide. Je pense que ça nous aide de savoir qu'on est connecté à plus grand que soi aussi. Mais ça arrive bonheur. Je veux dire, moi, jeune Florian me disait qu'est-ce qui arrive après qu'on meurt? Ou bien où j'étais avant de naître. Déjà, ces questions-là t'interpellent toi parce que ça va directement chercher tes croyances. Fait qu'est-ce que tu dis? Tu dis-tu, il n'y a plus rien après? Ou tu le rassures en disant, on va au ciel, on va rejoindre les autres? C'est troublant parce que ces questions-là, on n'a pas de réponse claire comme ça, mais ça va directement chercher nos croyances. Puis Mais c'est une bonne question. Ça, on dit quoi? Un enfant qui... je pense qu'il faut peut-être essayer de voir qu'est-ce que l'enfant exprime à ce moment-là. C'est peut-être pas... Il veut peut-être pas une réponse sur oui, il y a un ciel, puis grand-papa... non, pas nécessairement. Peut-être qu'il est juste en train d'exprimer... qu'est-ce que je vais faire? C'est tu meurs, tu sais? Oui, aussi. Mais ces questionnements-là arrivent vraiment vite. Puis l'univers, puis qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, pourquoi c'est infini, puis cette affaire-là, c'est vraiment... C'est vraiment... Moi, ça va... je le sais que ça va rester des questionnements actifs et toute ma vie, mais je veux que ça reste ça, tu sais. Je veux pas arriver à un moment où je prends quelque chose pour du cash puis j'arrête de me poser des questions là-dessus, même si ça peut être attrayant à première vue parce que tu te dis tu sais, OK, cool, après que je meurs, il se passe ça. Phew! Ça, c'est la dimension, la spiritualité pour me rassurer au niveau de l'anxiété que j'ai par rapport à après la mort. Mais je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui m'aide à vivre maintenant. Oui. Qui m'aide à moins me sentir seul, je pense. Tu vas dire, non, mais c'est parce que je suis connecté aux extraterrestres. C'est pas ça que je veux dire. On peut être connecté à la nature. Je vais te poser une question. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que le royaume du Seigneur, par exemple, ou le paradis, entre guillemets, c'est pas après la mort, il est ici maintenant. Là, ou le nirvana, ou je veux dire n'importe qui, c'est pas des trucs... C'est ça, il faut que tu le trouves dans le présent, ici, maintenant, pas après que tu... Mais bon, on rejoint, c'est le pari de Pascal qui disait moi, j'aime mieux croire que ça existe. À ce moment-là, si ça n'existe pas, tant pis. Au moins, pendant ma vie, j'aurais été pas inquiet par rapport à ça. Si ça existe, mais tant mieux, j'ai gagné. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Parce que... Mais on va faire un exercice. OK? Peut-être les gens peuvent le faire aussi en même temps... en écoutant. Si vous êtes en auto, faites pas ça. Là. Mais, regarde, ferme les yeux. Je vais te demander d'essayer d'aller à un endroit où tu te sens vraiment bien. Une place où tu te sens à ton meilleur. T'es comme... t'es bien, tout simplement. Là. C'est bon. Supposons que tu rouvres les yeux, tu me dis, où est-ce que tu étais? Sur le bord de la mer. Tu vois, hein? Il y a pas grand monde qui va dire j'étais en train de... Dans le métro. Dans le métro, ou j'étais en train de taponner sur mon écran ou de jouer à un jeu vidéo, ou de gosser sur mon... La plupart des gens vont dire je me suis retrouvé dans la nature. Tu sais, moi, quand je l'ai fait, j'étais en haut d'une montagne puis je contemple.
Et ça, j'ai l'impression que c'est la dimension transcendante de nous. C'est quand on est bien, on est en contact avec la mer, qui est une énergie avec la montagne, etc. C'est vrai. Ça peut être un indice de cet aspect-là, je dirais, qui nous dépasse et avec lequel on a tant besoin d'être en contact. Qui va toujours rester là, tu sais. Ouais. Qui fait partie de nous, tu sais. Qui est le contact avec plus grand. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, à la base, on est fait d'atomes, on n'est pas différent de notre entourage, tu sais, on est comme un nuage d'énergie, mais je veux dire, on n'est pas isolé de ce monde-là, puis ça fait du sens, tu sais. Tout est dans tout. Oui, absolument. Mais, quelle parole de sagesse. Quelle parole de sagesse. Mesdames, messieurs, on va devoir conclure parce que ça commence à s'étirer longtemps, ce podcast-là, mais quel sujet fascinant. On devrait peut-être même le faire en 2 parties, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? On verra. C'est vrai parce que je me disais, c'est une affaire que j'ai... Mais c'est difficile d'en parler. Tu sais, je te disais, j'ai toujours essayé de vouloir écrire là-dessus. De quelle base je prends ça? Comment tu amènes ça? Je pense qu'on l'a trouvé. D'ailleurs, même avec n'importe qui autour de soi, tu sais, je veux dire, nous, on est père-fils. Je veux dire, on a à la base, on se comprend, on se parle, tout est naturel, tu sais, mais je veux dire... Sors dehors avec un étranger ou même des amis, puis mets-toi à parler de ça. Tu sais quoi leur passé, eux, avec la religion, avec la spiritualité. Tu sais, c'est écrire un livre là-dessus, là, j'avoue. Dans le fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est ça vaut-tu la peine d'en parler? Oui. Une bonne question. Parce qu'il y a des gens... c'est tellement personnel aussi. C'est tellement... des gens qui vont dire... Peut-être que ça vaut la peine d'en parler pour montrer à quel point cette dimension-là est riche et importante. Parce que ça nous relie aussi. C'est toute cette soif-là de sens nous relie. Puis c'est le bon côté des religions que moi, je déplore un peu du fait que j'en ai pas. C'est que il y a tout cet aspect-là d'appartenance, de communauté qui est super important puis qu'on n'a plus aujourd'hui. On a Facebook. Ah, ben c'est vrai! Hey, les gars, les filles, salut, merci de nous écouter. Salut. C'est la semaine prochaine pour un autre sujet merveilleux et un autre café. On va trouver d'où. Et bon.